En médecine fonctionnelle. Et est-ce qu'on peut un petit peu expliquer aux gens la différence entre justement la médecine du type médecin généraliste et la médecine fonctionnelle? Mais pour moi, il n'y a qu'une médecine. La médecine, si on retourne dans ses bases biologiques, neurophysiologiques, physiologiques, c'est la médecine fonctionnelle. C'est-à-dire c'est la médecine qui trouve la cause des problèmes et traite la cause des problèmes. Bonjour les amis, docteur Stéphane Résimond, un médecin comme on en rêverait tous. Je donnerai un bête exemple, si on considère le magnésium que tout le monde connaît, on est quasi tous déficients. Si on fait du sport, si on transpire, on est 100% déficient. Un manque de magnésium peut se manifester par des palpitations, troubles du rythme cardiaque, que certains malheureusement traiteront par bêta-bloquants, par des médicaments qui freinent le cœur. Un manque de magnésium peut entraîner des troubles du sommeil, réveil fréquent la nuit, que certains traiteront par des somnifères. Nous en fonctionnel, on traitera plus par du magnésium. Peut entraîner des crampes musculaires que certains traiteront par des benzodiazépines, donc des myolastans, comme c'était le cas avant. Alors que si on le traite normalement, physiologiquement par du magnésium, on aura le même résultat sans effet secondaire. Voilà, c'est ça la médecine fonctionnelle, donc c'est traiter la cause des problèmes. Alors, je vais donner ici l'exemple du magnésium, mais je pourrais vous donner 1000 exemples. La mélatonine, par exemple, qui nous aide à dormir, à sommeil profond, récupérateur, à rêver, à fixer la mémoire au long cours, à détoxifier le cerveau, pour ne pas avoir un Alzheimer. Mais si on en manque, on a des troubles du sommeil. Donc un médecin peut prescrire un inducteur de sommeil, zolpidem, un somnifère, que ce soit du loramate ou autre. Mais malheureusement, on sait qu'il y a des effets secondaires au niveau du cerveau, puisque ces gens-là, au bout de 6 mois, font déjà 44% d'Alzheimer en plus que les autres, parce que leur trouble du sommeil était maltraité par des produits chimiques, alors qu'ils pouvaient être traités par une molécule naturelle qui est la mélatonine. Alors on essaye de rassembler un maximum de symptômes qu'a le patient, donc on lui pose beaucoup de questions, état dépressif, manque d'énergie, fatigue le matin, palpitations, migraines, troubles digestifs, ballonnement, et on essaye en fait de rassembler tous les signes pour essayer de trouver quels sont les facteurs causaux des problèmes, plutôt que de donner un médicament, du spatalin pour les crampes abdominales, donner un antiacide pour le reflux acide, donner un antimigraineux, donner un antihypertenseur, alors que finalement, peut-être que certaines carences, certains déficits, certains troubles nutritionnels pourraient expliquer l'ensemble des symptômes. Les symptômes vont être traités en médecine généraliste souvent par tout un certain nombre de médications qui en gros sont délétères en fait pour la santé. Alors moi je suis pas du tout anti-médicaments, je dois avouer que dans mon passé j'ai travaillé dans tous les gros hôpitaux universitaires de Bruxelles, que ce soit Bordet, Erasmus, Saint-Pierre, Bruckmann, donc je suis un médecin scientifique universitaire à la base. Et puis petit à petit, depuis je dirais une petite trentaine d'années, ma pratique a évolué. J'essaie d'aller plus vers la causalité, traiter la cause des problèmes, traiter le fond du problème. Le problème, c'est une médecine qui est très énergivore en temps et en énergie. En effet, je ne sais pas faire une consultation de fonctionnel en 5 minutes. Il me faut 1 heure, 1 heure et demie, au moins les 2 premières consultations. Mais j'ai l'impression que la médecine, les connaissances qu'on devrait avoir concernant la physiologie, l'anatomie, la pharmacologie de ça, c'est un énorme puzzle. Et au plus on a de parties du puzzle, au plus on peut être performant. Et donc c'est vrai que je dirais si un médecin est spécialisé en neuro, c'est-à-dire qu'un neuro ne fait pas attention au tube digestif, ben il passe à côté de quelque chose. On sait maintenant que 30% des neurones sont dans l'intestin, dans le mésentère de l'intestin. Quand l'intestin est malade, pas de sécrétion de sérotonine, pas de synthèse de sérotonine, moins de synthèse de dopamine, et donc le patient est dépressif, trouble de l'attention, pas de libido, moins de joie de vivre, donc on doit soigner son intestin également. Donc si le neurologue ou le psychiatre qui s'occupe de ce patient au niveau de sa tête ne fait pas attention à ce qui se passe 1 mètre plus bas, il va droit dans le mur, il va prescrire des antidépresseurs, des calmants, des trucs, des machins, alors qu'il passe à côté de la cause du problème. D'accord. Alors on en a discuté un petit peu off caméra tout à l'heure. À la base, la médecine fonctionnelle devrait en principe, et c'est votre volonté à vous, anticiper le problème. C'est-à-dire que par rapport à des bios très précises, micro-millimétrées justement, vous êtes capable en principe d'anticiper des problèmes qui auraient pu survenir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais vous me l'avez dit off caméra tout à l'heure, qu'en réalité, vous avez vu tout un certain nombre de pathologies complètement, littéralement explosées dans les consultations que vous avez, qui ne c'était pas le cas il y a 5 ans, ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Comment vous expliquez ça? Alors c'est multifactoriel. Alors je voudrais revenir peut-être au niveau de la définition de la médecine fonctionnelle. C'est la médecine d'avant le cours de pharmacologie à l'UNIF.
En gros, on nous apprend plein de choses, les mécanismes de l'hypertension, les mécanismes des troubles du rythme cardiaque, les mécanismes de la dépression. Et finalement, quand on a le cours de pharmaco, on retient le dernier cours qu'on a eu et on ne retient que les médicaments qui vont agir sur les symptômes. Voilà. Alors pour revenir à l'explosion des pathologies, en effet, moi j'ai travaillé, j'occupe de thyroïde comme depuis une petite trentaine d'années maintenant. La maladie de Hashimoto, la thyroïdite auto-immune, c'est quelque chose que je vais de temps en temps, tous les quelques mois. Maintenant j'en ai plusieurs par jour. La fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, ça n'existait pas. Une nouvelle maladie qui est sortie, on vient de l'inventer. Voilà. Les gosses qui ont des troubles d'attention, quand j'étais ado, ça n'existait pas. Non, c'est nouveau, ça vient de sortir. Alors pourquoi? On sait pourquoi, c'est parce que les parents donnent à manger à leurs gosses des céréales, donnent à manger du pain, du choco, plus de protéines au repas du matin, parce qu'on est carencé en vitamine D, on est carencé en zinc, on est carencé en vitamine A. Enfin, il y a plein de carences qui sont dues à l'alimentation déficiente, à la mauvaise alimentation, au fait que les gens finalement achètent à manger comme on leur dit d'acheter à la télé. Donc ils vont dans un grand magasin, ils achètent les pires merdes qui est, parce qu'ils ont vu une pub la veille au soir. Et alors, pathologie qui augmente, c'est l'obésité. Hein. Avant, je revois des photos d'adolescents, quand j'étais ado, on comptait les côtes. Toutes ces jeunes filles qui ont un piercing dans le nombril, elles ont toute la graisse qui dépasse le piercing, qui passe au-dessus. La dépression, oui, ça a explosé. Les gens qui ne savent pas dormir, c'est devenu monnaie courante. De plus, les médecins prescrivent des somnifères. Or, ces médicaments, ces benzodiazépines ont été mis sur le marché au départ pour être prescrits pendant quelques jours maximum. Le problème, ça marche tellement bien que le patient revient dans une prescription, le médecin, plutôt que de réfléchir, redonne la prescription. Il ne se rend pas compte qu'après 6 mois de prescription de benzo, on augmente de 44% son risque d'Alzheimer déjà. Quand vous parlez de benzo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est Lysanxia, Temesta, Seresta, Valium, Loramut, l'ormetazépam. D'accord, toute cette famille de médicaments augmente après 6 mois de 40% les risques d'Alzheimer. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est assez terrifiant. C'est la folie. Et l'Alzheimer, comme vous le savez, est en explosion. Maintenant, des Alzheimer chez des jeunes de 35, 36 ans, ça devient la folie. Ouais. Wow. Vous avez posté justement récemment une couverture d'un livre qui est En finir avec Alzheimer. En gros, c'est un bouquin qui fait un carton au niveau mondial. Il est traduit dans toutes les langues. C'est un chercheur américain, Bredesen, qui a toute sa vie fait la recherche de haut vol sur la maladie d'Alzheimer. Il est arrivé à la conclusion il y a quelques années que jamais on ne retrouvera un médicament que l'Alzheimer. Et il avait raison, puisque toutes les grosses firmes pharmaceutiques ont enchaîné, tous les gros chercheurs, donc les grosses boîtes pharmaceutiques, ont arrêté leurs recherches concernant un médicament sur l'Alzheimer. Ils ont arrêté il y a 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Ils se rendaient compte qu'ils dépensaient des milliards en recherche et ils allaient droit dans le mur. Alors c'est logique. En fait, le Alzheimer, c'est un peu comme la fibromyalgie, c'est multifactoriel. Autant en fibro, moi j'en guéris depuis quand même une quinzaine d'années, on a 15 à 16 signes. Le Alzheimer, ces chercheurs américains ont découvert qu'il y avait au moins 36 causes possibles Alzheimer, peut-être 40, et sont des causes anodines. Et en fait, ces causes-là, quand on les additionne une à une, ça fait que la maladie se déclenche. Alors c'est quoi les causes? Manque de B9. Manque de B12, manque de cholestérol, trop peu de cholestérol, manque de mélatonine, donc l'hormone qui fait qu'on s'endort quand on sommeil profond. Le fait de manger du gluten moderne est une cause d'Alzheimer pour les Américains. Le fait d'avoir un intestin perméable lié au léprolévo, aux édulcorants, fait que l'intestin est une passoire, mais la barrière hématoménagée également est perméable, donc les métaux lourds passent directement dans le cerveau. Quand l'intestin devient perméable, la barrière hématoménagère, donc la barrière qui protège le cerveau, devient perméable également. Et donc, à ce moment-là, il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer dans le cerveau. Beaucoup de toxines, beaucoup de métaux lourds. À ce sujet-là, par exemple, on sait maintenant qu'il y a peut-être 20-25 ans, aux États-Unis, ils avaient un autiste sur 6 à 700, je crois. C'est passé quelques années un autiste sur 300-350 nouveau-nés. Et actuellement, on en a un sur 38. Un gosse américain sur 38 est autiste. Donc, il y a un problème colossal. C'est quoi? C'est les métaux lourds, c'est l'aluminium, c'est le mercure, c'est tous ces métaux qui rentrent dans le cerveau, mais ils ne rentrent pas n'importe comment. Il faut encore que la barrière hématoménagée soit perméable. Et elle est perméable pourquoi? Parce que l'intestin est perméable. Et l'intestin est perméable pourquoi? Parce que gluten, produits laitiers, édulcorants, etc. Antibiotiques également. Ouais.
Alors, en fait, qu'est-ce que c'est la dysbiose? C'est ce que votre médecin a appelé colon irritable, colon spastique, c'est le stress. Donc, en fait, ce sont des gens qui ont des crampes ou des ballonnements, qui peuvent avoir diarrhée ou constipation, alternance des deux. Et donc, ce sont des signes que l'intestin est malade, en fait. On a une mauvaise flore, qui peut être des bactéries, des mauvaises bactéries, qui produisent des gaz, qui peut être également des champignons, la candidose, ça peut être un mix des deux. Et malheureusement, je vois mes collègues médecins prescrire pour ces patients du spasmomène, du buscopan, donc des spasmolytiques, donc des médicaments symptomatiques sur les crampes intestinales. C'est un peu comme si vous allez chez votre dentiste qui a une belle rage de dents et votre dentiste vous dit voilà madame, le traitement c'est 3 grammes d'aspirine. C'est aussi stupide que ça. Donc on ne traite pas la cause du problème, on traite le symptôme qui est crampe, mal au ventre. Et le problème, la dysbiose, c'est moi, donc 90% de mes patients venant en première consultation, 90% sont en dysbiose, prouvés par des tests, on a des tests spécifiques maintenant. Et cette dysbiose, la cause, c'est hypothyroïdie non soignée. L'hypothyroïdie, dans mes patients, 95% sont hypothyroïdie. On estime que 80% de la population européenne est en hypothyroïdie actuellement, pour des tas de raisons. La cause de la dysbiose, c'est le gluten moderne. Donc, personnellement, je mords 3 fois dans une tranche de pain, j'ai mal au ventre, je suis ballonné, j'ai le brûlant pendant 3 jours. Mes tests sont négatifs, je ne suis pas cœliaque du tout. Le lait pour les veaux, qui est vraiment, comme son nom le dit, fait pour les veaux. Les édulcorants, les faux sucres, donc tout ce qui est aspartame, acésulfame, donc le zéro, etc. Qui, on le sait, donc, comme effet positif pour la santé que de faire grossir, que de créer des problèmes de tumeurs, des problèmes donc chez les gosses, des mamans enceintes. Les causes de dysbiose également, c'est les antibiotiques. Qu'on a ces pauvres gosses qu'on a traités 5 ou 6 fois par antibiotique pour des angines, des otites, ces gosses se retrouvent en dysbiose, et puis à 12-13 ans, le gosse devient obèse, devient diabétique. J'en ai plein, des jeunes ados de 10, 12, 14 ans en diabète type 2 ou en pré-diabète type 2, alors qu'avant ça n'existait pas, c'est une maladie de vieux. Et le problème, ce pauvre gosse à qui on a bousillé la flore intestinale avec des antibiotiques, qui n'a pas remis des bonnes bactéries, ce pauvre gosse, il fait tous les régimes du monde, il ne maigrit pas. C'est normal, en fait, quand on a une mauvaise flore, on appelle ça une flore obésogène. Eh bien, on grossit. Vous avez une souris obèse, une souris mince, vous transférez du contenu intestinal de la souris obèse à la souris mince, la mince devient obèse en quelques semaines. Et ces pauvres gosses, on essaie de les faire maigrir, ça ne marche pas, on doit leur changer leur flore tout simplement. D'accord. Et là justement, on vient de toucher à ces problèmes digestifs. Quand on parle du reflux gastrique, 9 fois sur 5, un généraliste va prescrire des IPP. Et on sait très bien que, ou en tout cas, vous allez me le confirmer probablement, que l'IPP est délétère à nouveau pour la santé à long terme. C'est pas seulement les médecins généralistes qui font ça, mais moi quand je vois mes patients qui vont en gastro pour avoir une gastroscopie parce qu'ils ont le brûlant, parce qu'ils ont de la toux, parce qu'il y a une suspicion de reflux d'hernie hiatale, de béance du cardiaque, donc ces gens ressortent 9 fois sur 10 avec un IPP, Nexium, oméprazole, pantozole de cette consultation. Et de nouveau, le gastro, croyant bien faire, a traité le symptôme reflux acide sans trouver pourquoi le patient avait de l'acidité. Et quand on traite la cause, on n'a pas besoin de ces antiacides. Le problème, c'est que on sait que les antiacides explosent le risque de nouveau de démence. On a des épidémies en Asie de problèmes d'insuffisance rénale, des jeunes ados en dialyse qui sont sous IPP. Ça augmente le risque de problèmes cardiaques. On entraîne une malabsorption pour les IPP de la B12, du magnésium, du fer, du calcium. Et donc on expose ce risque par exemple d'ostéoporose chez les personnes âgées sous IPP. Et de nouveau, le problème, pourquoi est-ce qu'un patient va faire un reflux acide, c'est multifactoriel, et peut-être parce qu'il est trop gros, donc la pression dans le ventre est plus grosse, la valve est lâche, donc il faut le faire maigrir. Peut-être parce que le patient mange mal, la caféine ouvre la valve œsophagienne parce qu'il mange du gluten, le gluten est en cause dans la majorité des reflux, mais également l'hypothyroïdie. En effet, quand vous avez un estomac vide et vous mangez, les éléments rentrent de votre estomac, et il faut de la pepsine, chymotrypsine, il faut de l'acide chlorhydrique pour digérer les aliments. Or, ces sécrétions de l'estomac sont sous dépendance de la T3 thyroïdienne, l'hormone thyroïdienne active, la T3, que 80% des gens n'ont plus en suffisance dans nos pays. Le problème, ces aliments n'étant pas digérés, parce qu'il n'y a pas assez d'acide, pas assez de T3, donc pas assez d'acide, pas assez d'enzymes, les aliments macèrent, ça fermente, ça fait des gaz, la pression monte dans l'estomac, la valve œsophagienne, elle lâche, il y a un petit reflux, on fait un renvoi ou un peu de remontée acide, et puis là on va chez son médecin, on reçoit un antiacide. Comme si ça allait résoudre le problème. Au contraire, ça va l'aggraver. Ça aggrave le problème puisque comme l'antiacide diminue encore la sécrétion acide de l'estomac, et qu'il va se passer, les aliments vont encore être plus mal digérés,
Et donc, en gros, on reporte le problème plus bas. Donc, ces patients-là font des dysbioses intestinales. Donc, ils disent, génial, c'est anti-acide, j'ai plus d'acidité. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai mal au ventre, qu'est-ce que je ballonne? Le problème de reporter le problème plus bas, au niveau du bas intestin. Et voilà, c'est assez scandaleux, je trouve, de voir ce qui se passe avec ces médicaments. C'est facile, c'est la médecine pouce-bouton, symptômes, donc médicaments, donc dépression, antidépresseurs, c'est acidité, anti-acide, c'est migraine, anti-migraineux, Dans ce cas-là, par exemple, pour le cas de la dysbiose, pour le manque d'acide dans l'estomac, oui. on pourrait par exemple prescrire un complément de bêta-INHCl, par exemple, pour aider un petit peu. Évidemment, en fait, il faut savoir que la majorité des reflux acides sont dus à pas assez d'acide, Et donc, ce sont des estomacs qui ne sécrètent pas assez d'acide, qui ne digèrent pas. Et assez étonnamment, donnant de l'acide, on relance la machine. D'accord. On peut réamorcer justement le système de digestion. Ok, d'accord. Mais effectivement, comme vous l'avez dit aussi, doser le T4 et le T3. Ah oui, là aussi, donc, il faut maintenant donner des enzymes digestives, donner de la bétaïne d'acide chlorhydrique. C'est super bien. Le patient va, dès le premier repas, se sentir mieux. Mais il faut encore traiter la cause, parce que ce problème, c'est que son hypothyroïdie va faire que ce patient est fatigué au réveil le matin, va prendre 5, 10, 15, 20 kilos, va être frileux, va perdre ses cheveux, peau sèche au niveau des jambes, avoir un cholestérol LDL qui monte. Donc 95% des hypercholestérolémies LDL, 95% sont dus à un manque de T3 thyroïdienne. Et c'est pas du tout à traiter par des statines. Le patient en hypothyroïdie va avoir jusqu'à 30-35 signes différents. Et comme sa prise de sang était chaque fois normale, la TSH est normale, chaque fois le médecin traitant lui dit tout va bien, monsieur, madame, votre prise de sang est normale. Et le patient vit avec ses 10, 15, 20, 25 signes d'hypothyroïdie qui peuvent être surpoids, fatigue, dépression, migraine, etc. C'est ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure aussi off caméra, dans ce cas-là, si on se rend compte que la personne est dans ce type de profil, on va supplémenter en T3 activé. Si oui, alors là, le prise en charge d'hypothyroïdie, c'est encore un énorme domaine. Je donne des conférences là-dessus, j'écris des articles là-dessus. C'est multifactoriel. Donc en fait, suivez très schématiquement, la thyroïde sécrète une hormone, la T4, qui est inactive. Elle est activée en T3. Avant, il y a 25-30 ans, on était en manque tous d'iode. Maintenant, on n'a plus que la moitié d'être en manque d'iode, mais avant, c'était 100%. Et donc, pas assez d'iode, pas assez de T4 thyroïdienne. Et donc, le diagnostic était très facile à faire, le traitement facile. Le problème s'est déplacé. On a relativement assez d'iode, on a de la T4, mais c'est la T3, la conversion de la T4 à T3 qui ne se fait pas. Pour qu'elle se fasse, il faut la vitamine D. Si vous ne prenez pas 8 à 10 unités par jour, vous êtes en carence. Or, les recommandations officielles sont de 800. Il faut du magnésium, 90% de carence. Il faut de la B12, 80% de carence. Il faut du sélénium, 80% de carence. Il faut du zinc, 80% de carence. Et donc, s'il vous manque l'une ou l'autre de ces substances, la T4 reste T4. Et vous savez, la stupidité de l'histoire, c'est que beaucoup de médecins, en cas d'hypothyroïdie, prescrivent la T4. L-thyroxine, lévothyrox en France, et le fameux scandale de T4. C'est la T4. Donc, un médecin va prescrire un patient hypothyroïdien qui a un manque de T3, de la T4, qu'il n'arrive de toute façon pas à activer en T3. Donc c'est scandaleux parce que, ces patients vont pas mieux, mais les prises de sang se normalisent. Donc en gros, la prise de sang qui était anormale, le médecin dit, vous voyez, ça marche mon traitement, la prise de sang est normalisée, madame. Et la dame, elle dit, ok, mais moi, je suis toujours aussi grosse, aussi fatiguée, aussi frileuse, aussi déprimée, aussi autant de manque de libido, je perds toujours autant mes cheveux, etc. Vous êtes médecin depuis plus de 30 ans maintenant, comment vous pouvez expliquer justement un tel non-sens au niveau du système médical? Alors, c'est un problème de désir de s'informer, de se recycler. En fait, le problème, beaucoup de médecins ne se recyclent que par les invitations à assister à un tel séminaire un soir sur la 36e statine mise sur le marché, ou le lendemain au 8e anti-acide mis sur le marché, ou au 87e antihypertension mis sur le marché. Et finalement, beaucoup de médecins n'ont de l'information médicale que par la visite des délégués et les invitations à des formations. Et également, le problème, c'est que c'est une question de temps et d'énergie. Donc, moi, je suis désolé, mais si j'ai un patient qui a des problèmes comme un reflux acide devant moi, une hypothyroïdie, je ne sais pas régler son problème en 5 minutes. Il me faut 1 heure, 1 heure et demie d'explication, parce que il faut d'abord... C'est comme une voiture. Vous avez une belle voiture de course, hein, une Ferrari, et le propriétaire va chez son garagiste parce qu'elle va pas, la Ferrari. Elle tousse, elle s'arrête, elle avance plus, il faut la pousser, il faut la dépanner sans arrêt. Et le garagiste dit, mais monsieur, votre Ferrari, vous savez pourquoi elle va pas? Et le monsieur dit, ben non, mais écoutez, c'est l'essence une Ferrari, mettez du diesel dedans. Ah ben oui, il dit, mais moi je veux mettre du diesel dedans. Donc en fait, si le patient ne se nourrit pas bien, déjà, moi je suis bloqué. Donc si le patient mange des tartines le matin, des sandwichs le midi, prend des sucres light ou zéro, je ne sais pas continuer la consultation. Il met déjà le mauvais carburant dans son corps. Or,
La nutrition à l'UNIF, c'est 2 heures de cours. Alors moi, ça fait quand même maintenant, je crois que ça fait 27 ans que je me recycle en nutri, en micronutri toutes les semaines. Encore hier soir, j'étais en séminaire jusque bien tard. Donc le problème, c'est que les médecins ne sont pas formés en nutrition. Donc en gros, ils ne vont même pas demander aux patients « Mangez quoi le matin en fait ?» Alors le patient, le matin, il dit ben, « Moi, je suis un homme d'affaires, je mange 2 cafés. » Donc le patient, mangeant 2 cafés, n'a pas de protéines le matin. Pas de protéines, pas de tryptophane. Pas de tryptophane, pas de sérotonine. Pas de sérotonine, dépression, irritabilité, compulsion glucidique, compulsion alcoolique, tendance à frustration. La sérotonine devient mélatonine en fin de soirée. Je m'endors, je dors profondément, je rêve. Donc pas de mélatonine. Donc le patient a besoin de somnifères. Pas faire son Alzheimer parce qu'il prend un somnifère. Ne détoxifie pas son cerveau, n'a plus de mémoire. Mais voilà. Donc simplement, en réglant déjà le problème de la brique le matin, la protéine, on peut déjà améliorer le système. Et le médical, je dirais, vient après. Il est carencé en quoi mon patient? Qu'est-ce que je dois lui donner? D'accord. Justement, un mot par rapport à l'alimentation, avant que vous puissiez nous donner vraiment vos recommandations précises pour ceux qui nous regardent. J'ai lu récemment plusieurs livres justement au niveau du reflux gastro-œsophagien, et un médecin américain qui en a vendu, je dirais, des palettes et qui a énormément de très très bons commentaires parce qu'il a de très bons résultats, préconise justement une alimentation à base de produits qui ne vont pas acidifier l'estomac justement, donc des brocolis, enfin beaucoup de choses tout à fait positives. Par contre, un autre régime qui a, je dirais, le vent en poupe en ce moment et qui je pense, vous le recommandez aussi d'une manière globale, c'est le paléo, si je me trompe, voilà. Mais par contre, il y a quand même une grosse différence par rapport à le paléo et par rapport à l'autre dont je vous parle, c'est qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur les céréales, par exemple. Quel est votre point de vue sur les céréales? Je parle justement de l'avoine, par exemple. Beaucoup de gens mangent parce que c'est pratique, c'est facile, c'est rapide. Beaucoup mangent un bol d'avoine le matin. Il y a un truc, moi je suis ardennais, mes grands-parents fermiers, j'habitais en face, et quand j'étais gosse, j'ai amené de l'avoine au bétail, aux ânes, aux chevaux, etc. Donc pour moi, l'avoine, c'est un aliment pour bétail. Et j'étais très surpris, j'avais 30-35 ans, à Bruxelles, j'ai vu un jour quelqu'un manger de l'avoine le matin, et je suis allé vers cette femme, je lui ai dit, tu manges de l'avoine? Ben oui, mais non, c'est normal de manger de l'avoine. Donc, soit, passons. En fait, dans l'avoine, il y a une molécule qui s'appelle l'avéine, et l'avéine est aussi mauvaise pour la santé qu'est le gluten moderne. Donc en gros, des études faites assez récemment montrent que lorsque les patients ont des symptômes qu'on appelle de côlon irritable, donc crampes, ballonnement, etc., donc qui est une dysbiose, on les guérit, on réintroduit l'avoine, on a beaucoup de chances de leur rendre le même problème. Et donc en gros, il faut savoir que le problème, c'est pas... À la base, l'homme n'est pas fait pour manger du blé, de l'orge, mais il s'y est habitué, parce qu'il s'est sédentarisé. Le problème également, c'est que ces 30-35 dernières années, on a changé très fort notre blé moderne. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il soit plus court, qu'il ne soit pas couché par le vent, on veut que les récoltes aillent plus vite, que les grains soient plus riches, etc., etc. Et finalement, on en est arrivé par croisement divers à faire des blés qui ont un patrimoine génomique complètement différent du blé ancestral. En gros, on pourrait dire schématiquement que le blé ancestral a 14 chromosomes et le blé actuel en a 42. Donc nous, les humains, on a 46 chromosomes normalement, on a 47, on est des Mongoliens, on a 48, on ne vit pas. Donc on veut nous faire manger un machin qui est un ajouté des tas de qui vient d'une autre galaxie. Donc il faut déjà comprendre que notre corps, il met très très longtemps à s'habituer à un nouvel aliment. Peut-être que dans 500 000 ans, on sera de nouveau capable de manger du blé, peut-être. Pour l'instant, c'est plus possible. C'est de colle non digestible. Alors en gros, on a un gros problème donc, avec les céréales à gluten. Alors, maintenant, le fait de faire germer les céréales, ça règle le problème. Donc on fait germer, le bourgeon qui se développe mange ce gluten, donc ces céréales germées, il n'y a plus de gluten dedans. Il n'y a pas de souci de manger du blé germé, de l'orge germée, etc. Maintenant, on a des tas d'autres aliments qui sont très proches et qui ne créent pas de problème. C'est le sarrasin, le blé noir, c'est le petit pot dans une certaine mesure, mais il y a un mais quand même. C'est également les légumineuses, comme le quinoa, les lentilles, qui peuvent avantageusement remplacer les céréales à gluten. Alors justement, j'ai vu dans un magasin bio de l'avoine, des flocons d'avoine sans gluten. C'est une arnaque monumentale. Ah bon? Alors l'avoine n'a pas de gluten. Donc on vous dit qu'on sert l'avoine sans gluten, c'est pour vous attirer, c'est pour vendre leur truc. L'avoine n'a pas de gluten, c'est de l'avéine qu'il y a dedans. Ok. Donc voilà. Donc de toute façon, il reste aussi entre guillemets nocif pour les intestins. Le problème, c'est que moi j'ai pas mal de patients.
c'était il y a des années déjà, chez qui j'avais fait une éviction pour le gluten, et puis sans je les ai pas informés, ils ont mangé de l'avoine, et le docteur, je suis nouveau dans le même état, ballonnement, crampes, fatigué, dépressif, et en fait, ils mangeaient de l'avéine, donc il y a le même effet toxique de l'intestin. Justement, puisqu'on est en plein dans l'alimentation là, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, je dirais, un modèle type d'une journée Tout d'abord, le repas principal, c'est le matin. D'accord. Le matin, vous mangez. Alors, de nouveau, il y a le problème de l'acide, des aliments acidifiants ou pas. Donc, si vous mangez des protéines animales comme la viande, le poisson, les œufs, il faut compenser par des aliments désacidifiants qui sont les légumes, qui sont les fruits. On aura moins de problèmes avec des viandes blanches que de la viande rouge, par exemple, le matin. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est l'effet. En fait, il y a trop de viande rouge, c'est pas très bon. On a prouvé qu'il y a un effet pro-cancérigène pour le côlon. Donc, il ne faut pas manger un gros steak rouge tous les jours. Mais de temps en temps, se faire plaisir, c'est pas un souci. Donc, un apport de protéines le matin. Donc, le matin, il faut des œufs, de la viande, du poisson. Ou des protéines végétales, mais les protéines végétales, elles sont moins bien absorbées, donc il faut des quantités beaucoup plus importantes. Donc, si vous avez une assiette d'un patient végétarien, elle est quand même volumineuse pour pouvoir atteindre la quantité de protéines nécessaires en fonction du corps. Donc il faut une protéine le matin. Les protéines du matin, c'est le fuel du cerveau. Donc c'est les protéines du matin qui vont donner à votre cerveau la tyrosine, un acide aminé, qui va donner la dopamine, joie de vivre, libido, mémoire, concentration, motivation, mémoire à court terme, qui va donner la noradrénaline, la pêche, l'énergie, le dash, donc je l'ai toute la journée, et va donner une grosse partie du tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine et la mélatonine. Donc en gros, ce tryptophane des protéines du matin va s'attacher à l'albumine, va être libéré en fin d'après-midi, et donc le cerveau va avoir sa dissolution de tryptophane fin d'après-midi pour synthétiser la sérotonine qui est le bien-être. Le problème, c'est que ce tryptophane a besoin de sucre pour entrer dans le cerveau. Donc qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas assez de tryptophane? Si votre cerveau est en manque de sérotonine, subdépressif ou dépressif, vous allez avoir fin d'après-midi des accès de boulimie, de compulsion glucidique. Pourquoi? Parce que votre corps, il sait très bien qu'il lui faut du sucre pour que le peu de tryptophane qui est dans le sang rentre dans le cerveau. Et vous allez avoir des accès également de boulimie le soir, vider le frigo par exemple. Donc ça, ce sont des signes typiques de subdépression ou de dépression par manque de sérotonine cérébrale. Mais également, il y a un autre problème qui s'insère là, c'est le cortisol. Donc c'est une hormone surrénalienne. Quand elle est basse, en fait, cette hormone, on a un coup de pompe après le repas du midi. Quand elle est basse. Quand elle est basse. D'accord. Ouais. Justement, c'est intéressant que vous en parliez parce qu'un des problèmes aussi qu'on voit surtout sur une littérature plutôt anglo-saxonne, c'est le syndrome de adrenal fatigue, comme ils appellent ça. Donc vraiment, l'épuisement des glandes adrénales, probablement dû au stress. Je ne sais pas si vous pouvez le confirmer. Alors en gros, si vous voulez, les surrénales, les glandes adrenales en anglais, sont des glandes qui sont situées au-dessus des reins et qui sécrètent une cinquantaine d'hormones différentes, 50 hormones. La plus connue, c'est l'adrénaline. On est attaqué, on doit se défendre, l'adrénaline monte, on est à l'attaque, le cœur va plus vite, la tension monte. Ça, c'est la médullosurrénale surrénale. Au niveau de la corticosurrénale, on a des hormones qui sont la DHEA, qui descend inévitablement avec l'âge. On a le cortisol, qui est l'hormone de l'énergie, mais aussi du stress. Vous avez un coup de stress, le cortisol doit monter dans le sang pour amener du sucre dans le sang. C'est une source d'énergie pour combattre le stress. Le problème, c'est que autant s'il y a 20-25 ans, on a des surrénales qui répondent au quart de tour, qu'on arrive à 40-50 ans, ces surrénales vieillissantes vont sécréter moins de cortisol. Et donc, on peut se retrouver à un certain moment avec une surrénale qui s'épuise beaucoup plus vite à cause du stress. Donc, en gros, chaque stress engendre une sécrétion de cortisol, mais puis la surrénale peut s'épuiser. Surtout si on manque de magnésium. Donc, pas de magnésium, pas de fonction de la surrénale. Et au bout d'un certain temps, on peut avoir brusquement, même parfois en une nuit, un cortisol qui s'effondre. La DHEA s'effondre également, et le matin, on se réveille en burn-out. Alors ce burn-out, j'en vois tout plein, mais il y a des états pré-burn-out qui sont la fatigue surrénalienne, donc on a des taux sanguins de cortisol ou urinaire, de cortisol bas, des taux de DHEA basses. Et là, la mauvaise idée, c'est de dire au patient, écoutez, cool, arrêtez de travailler, congé, 15 jours, 3 semaines, 6 mois, 2 ans, alors qu'en réglant le problème hormonal sous-jacent, on règle le problème. Évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas régler la cause de cette fatigue surrénalienne, qui est le stress, l'excès de travail, le manque de détente, mais techniquement, en fait, ces patients-là, on règle leur taux de cortisol et de DHEA, 2 jours après, ils sont au boulot comme avant. Justement, docteur, dites-moi si je me trompe, mais
justement cette adrénale qui peut être épuisée et qui ne fournit plus assez de cortisol, peut justement, si j'ai bien compris, induire un dysfonctionnement au niveau de la thyroïde. Donc en fait là, ça pourrait être un peu l'œuf et la poule. Oui, donc c'est très lié. La thyroïde et la surrénale sont très liées. On considère actuellement que sur 100 hypothyroïdiens, il y en a 60 à 70 qui ont également un problème de surrénale, de manque de cortisol. Excusez-moi, combien de pourcents vous avez dit? 60 à 70% ont également un problème de la surrénale. Le problème est lié ne fût-ce que par le magnésium, qui est commun aux deux. Pas de magnésium, pas de T3 thyroïdienne active, pas de magnésium, pas de cortisol. Mais également, le cortisol régule la conversion de la T4 inactive en T3 active ou en reverse T3 qui est la T3 inactive. Et la T3 inactive bloque la T3. Et donc, si vous voulez, si on a un problème au niveau du cortisol, par exemple, trop bas, eh bien la T4 devient trop vite T3 et on ne supporte pas le traitement thyroïdien. Le travail justement en médecine fonctionnelle et justement, je dirais, des réglages de pointe, un petit peu comme on peut comparer à nouveau pour reprendre votre métaphore par rapport à la voiture. Enfin, moi je vois ça comme ça, la médecine fonctionnelle c'est la Formule 1, c'est là où on va vraiment optimiser de manière très précise en fait. Mais le problème c'est que ça fait appel à fonctionnel, à la nutrition, micronutrition, les carences, mais aussi à l'aspect hormonal. Et il n'y a rien à faire si vous avez un patient qui est en surpoids, fatigué, et que ce patient est en droit reposé, ménopausé, insuffisance rénalienne, vous pouvez le faire manger aussi bien que vous voulez, avec tous les compléments que vous voulez, ça ne marchera pas. Il faut aussi régler le problème hormonal sous-jacent. Tout à fait. Justement, à ce sujet, on en a parlé encore une fois off caméra, vous voyez souvent des patients qui viennent chez vous désespérés, après avoir sonné plusieurs sonnettes d'alarme à gauche et à droite chez des confrères en fait. Est-ce que vous pensez que l'endocrinologue, dont c'est le métier en principe de justement gérer ces problèmes hormonaux, sont mieux équipés ou plus attentifs justement, ou eux aussi tombent dans des travers? J'ai un énorme respect pour les endocrinologues, ils sont super bons en diabète, ils sont des très bons diabétologues, mais malheureusement beaucoup n'ont une expérience que dans cette partie-là de l'endocrino. Donc ils gèrent des pancréas qui ne fonctionnent pas, diabète type 1, déséquilibrage au niveau de l'insuline, ils font ça super bien. Malheureusement au niveau thyroïdien, et c'est vraiment, je suis désolé de dire ça, mais il y en a très peu, mais il y en a quand même qui travaillent bien, mais très peu utilisent des mélanges T3, T4, sauf, il y a quelques-uns qui travaillent super bien, je dois l'avouer. D'ailleurs, dans les conférences que je donne sur la thyroïde, il y a des endocrinos dans la salle, il y en a des chouettes conversations ensemble après. Le problème, c'est que beaucoup de médecins et beaucoup d'endocrinos, finalement, considèrent qu'avoir un pancréas insuffisant, diabète, ça existe, avoir un problème de thyroïde, ça existe, avoir des problèmes de parathyroïde, à la limite, mais quand on parle des surrénales, des testicules et des ovaires, ils sont perdus. Donc enfin, comme si, avec l'âge, on peut avoir des problèmes qu'au niveau de la thyroïde et du pancréas, et pas au niveau des testicules, des ovaires, des surrénales. Et au niveau des surrénales, par exemple, c'est le gros souci, c'est que beaucoup d'endocrinos considèrent que c'est on-off, ou blanc ou noir, soit ma surrénale serait assez de cortisol, soit je suis en maïde Addison. Donc c'est insuffisance rénalienne. Or, entre le noir et le blanc, il y a plein de gris. Et nous, on traite le gris. C'est ça, vous vous êtes rendu compte de ça, effectivement, parce que c'est une maladie, celle dont vous avez parlé, et qui est relativement rare en fait. Oui, c'est... Ouais. Je crois que j'en ai vu une en 35-37 ans. Justement, pour revenir à l'idée du magnésium, qui semble être la clé par rapport à ces problèmes surrénaliens, qu'est-ce que vous pourriez recommander comme forme de magnésium, ou est-ce que finalement toutes les formes ne conviennent pas à tout le monde, il faut un peu choisir la sienne? Le problème, c'est que quand vous allez en pharmacie et vous êtes convaincu que vous allez prendre du magnésium parce que vous avez des crampes, des fasciculations, la paupière qui frétille, vous avez le cœur qui a une arythmie cardiaque, vous avez un caractère explosif, vous n'allez pas à vous endormir, vous avez de la migraine, c'est une des 3 causes de migraine, le magnésium. Donc la migraine, la vraie migraine avec nos vomissements, c'est soit un manque de magnésium, soit une hypothyroïdie, soit une dysbiose, point. Donc les triptans, etc., moi ça fait 20 ans que j'ai guéri toutes mes migraines en traitant ça. Sauf les migraines cataméniales de fin de cycle qui sont liées à un manque de progestérone. Donc en gros, le magnésium, vous allez en pharmacie convaincu que vous devez en acheter. Et le pharmacien, souvent malheureusement, vous prescrire le moins cher, qui est un oxyde de magnésium. Il n'est pas cher, mais le problème, c'est qu'il est irritant pour l'intestin. Et donc pas mal de personnes disent, le magnésium, je ne supporte pas, ça me fait mal au ventre. Parce qu'on a donné la mauvaise forme. Donc il faut des formes qui ne sont pas agressives, qui sont des glycérophosphates, des picolates, des citrates, des malates de magnésium. Et de nouveau, on peut choisir le sel de magnésium en fonction des problèmes du patient. Si j'ai un patient constipé, ce sera plutôt un citrate. Combien? Alors moi j'ai des patients, encore hier, très bonne idée, je prends un magnésium et rien n'a changé. Et puis je dis, écoutez, prenez-en 3-4 matin et soir. Donc la dose, il faut l'adapter en fonction de ses symptômes.
Hein, c'est pas en prenant un magnésium par jour que ça va aller. Oui, mais moi je le prends le matin. Et pourquoi vous ne prenez pas le soir? Ah, mais parce que ça va m'empêcher de dormir. Non, le magnésium du soir vous fait dormir. Ça augmente la mélatonine. Voilà, donc dans tous les cas, le magnésium, c'est plutôt le soir. Matin et soir. Pour conclure avec les surrénales, vous pouvez nous donner un petit mot par rapport aux adaptogènes? C'est quelque chose que vous prescrivez? Oui, voilà. Alors, je suis un fanat des plantes adaptogènes, que ce soit le rhodiola, que ce soit la chouanga. Vous constatez sur le terrain que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Pas toujours. Ça fonctionne. Et donc ces plantes adaptogènes ont également d'autres fonctions. Elles ont souvent un effet positif de la dopamine cérébrale, donc la joie de vivre, mémoire, concentration, motivation. Elles ont un effet, allez, je dirais, assez spectaculaire, mais pas systématique au niveau de la science surrénalienne. Mais dans certains cas, ça suffit. Dans certains cas, ça suffit. Docteur, est-ce que vous pouvez nous toucher un mot sur la supplémentation, je dirais, vers quel âge, des hormones femme chez la femme et mâle chez l'homme? Je donne un exemple typique. J'ai eu il y a quelques jours une patiente de 34 ans ménopausée. Donc voilà, il n'y a pas d'âge, c'est quand il y a le problème. J'ai eu il y a 8-10 jours un patient de 22 ans, plus d'érection le matin, plus de libido, sa testo est effondrée. Donc en fait, on sait qu'on est tous pollués, on sait que l'homme par exemple est nettement moins fertile au niveau mondial, c'est une catastrophe. Mais il faut savoir que nos testicules, nos glandes endocrines, nos ovaires, nos thyroïdes sont pollués par des métaux lourds, par des tas de saloperies qu'on mange. Et actuellement, si je reprends une hormone qui est la DHEA, je crois que jusqu'à 20 ans d'ici, je n'avais jamais prescrit ça à quelqu'un de moins de 40 ans, mais dans toutes les semaines, j'en prescris à des 18, 20, 22, 25 ans, parce qu'ils ont des taux bas, parce qu'ils ont les symptômes en fait. Donc il n'y a pas de limite. Une ménopause, oui, ça arrive en moyenne entre 45 et 55 ans, mais j'ai des patientes qui ont pendant 10 ans, avant la ménopause, bouffée de chaleur, perte de libido, les seins qui tombent, la peau sèche, perte de cheveux, et donc pourquoi les laisser dans cet état-là pendant 8-10 ans, alors qu'avec un traitement, 2 jours après, tout est réglé. Moi, je suis parfois très, très surpris de voir des collègues gynécologues qui disent à leurs patients, mais madame, hein, vous avez 42 ans, oui, ok, vous avez des signes de manque d'hormones féminines, on va attendre votre ménopause pour vous traiter. Et je dis à la dame, mais je dis, oui, il attend quoi? Vous avez pris 30 kilos, que vous avez une perruque sur la tête, que vous avez eu 2 chirurgies des seins, que votre mari soit parti, que vous attendez, il veut attendre quoi? Ok, voilà. Oui, ça n'a pas de sens. En fait, c'est contre-productif, évidemment. Alors, écoutez bien ça, les amis. Cancer de la prostate et testostérone. Ça me concerne directement. Justement, par rapport à ça, vous êtes d'accord avec moi, je l'ai vu souvent sur votre page Facebook, justement, il y a une mauvaise compréhension, et même au niveau médical d'ailleurs, par rapport à la supplémentation de testostérone chez l'homme, qui est encore trop souvent attribuée, ou en tout cas liée au problème de cancer de la prostate. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors j'ai plusieurs urologues de renom que je connais assez bien, dont un qui s'appelle le professeur Schulman, ancien chef de service urologie d'Erasme, ancien président de la Société mondiale d'urologie. Il y en a un, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Morgenthaler, il travaille aux États-Unis à Harvard, c'est l'un des urologues les plus connus aux États-Unis. Ils sont tous unanimes. Un cancer de la prostate chez un petit jeune de 20 ans plein de testo, ils n'ont jamais vu. Par contre, des cancers de la prostate chez des papis de plus de 50 ans non complémentaires en testo, ils en voient tous les jours. La testo, il faut arrêter de croire que la testostérone, le cancer de la prostate, c'est faux. C'est faux. Ce sont les œstrogènes qui ont le cancer de la prostate. Les œstrogènes, c'est quoi? C'est des hormones féminines. Et donc, malheureusement, certains hommes aromatisent. Donc, aromatisent, ça veut dire transforment leur testo en œstrogène, soit génétiquement. C'est rare, mais ça arrive, c'est mon cas. Je suis un aromatiseur congénital, donc je coupe ça depuis des lustres. Mais beaucoup d'hommes qui prennent du poids, ils prennent du gras. Dans le gras, la testo devient œstrogène. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui est très gras, ils ont tous des seins, ils ont tous des prostates qui prennent du volume. Et donc, on sait très bien que ces gens gros, obèses, ont beaucoup plus de cancer de la prostate que les autres par aromatisation. Et ça, c'est le rôle du médecin, de faire des dosages sanguins de testo, voir s'il est assez élevé, s'il est trop bas, s'il faut la faire monter, de doser les œstrogènes, l'œstradiol chez l'homme également, et de gérer le problème, c'est l'aromatisation. Mais donc, on sait qu'un manque de testo chez l'homme entraîne des cancers plus agressifs de la prostate, entraîne des problèmes d'infarctus, d'attaque cérébrale beaucoup plus fréquents, fait monter le cholestérol, perte de masse musculaire osseuse, gain de masse grasse, etc., etc. Tous les muscles s'atrophient, dont le cœur, donc problème d'insuffisance cardiaque également. Donc la testo, il faut avoir des taux de testo suffisants toute la vie, et le fait d'être androposé parce qu'on a 45, 50, 55 ans et ne pas se traiter, c'est pas tolérable à l'heure actuelle. D'accord. Et donc vous rencontrez souvent des hommes ou des jeunes hommes que vous devez supplémenter en testostérone. Est-ce que c'est le même problème chez la femme au niveau des hormones féminines?
Alors il y a des problèmes déjà beaucoup plus light chez la femme. J'en ai plein pour l'instant, ce sont des femmes de 25, 30 ans qui veulent avoir un gosse, elles n'y arrivent pas. Et puis finalement on dose les hormones féminines, on se rend compte en insuffisance d'œstrogène ou de progestérone, une des deux. Et donc en gros il faut des œstrogènes pour que l'œuf soit fécondé, et il faut de la progestérone pour qu'il s'implante dans l'utérus. Et j'ai encore récemment une patiente, elle a eu 3 fécondations in vitro, 3 filettes, avec échec. J'ai monté ces taux de soins de progestérone trop basse, plus réglé d'autres problèmes qui étaient une injection stéroïdienne. Elle tombe enceinte facilement. Donc en fait, dans les problèmes, la baisse hormones féminines liée à l'âge, parfois c'est déjà dans la vingtaine également. Et ça peut se résister pour une hypofertilité. Mais également une femme qui commence à avoir des signes cliniques. Donc attention, il ne faut pas traiter systématiquement une femme qui a 30 ans, mais qui a des plaintes de type prise de poids, bouffée de chaleur, perte de cheveux, peau sèche, etc. Et chez qui la prise de sang confirme que le problème pourrait être hormonal, ça vaut la peine d'essayer. C'est ça. Alors, docteur, on a parlé d'alimentation, notamment de ce qu'on donne aux enfants le matin. On a parlé aussi off caméra du problème que vous voyez quotidiennement dans votre cabinet d'enfants qui sont traités de manière médicamenteuse par rapport à un trouble de l'attention. Alors que, il faut se le dire, on est tous conscients, nous adultes, qu'il y a 15 ans ou il y a 20 ans, on n'en parlait absolument pas. Il n'y avait pas d'enfants hyperactifs, alors que maintenant, j'ai l'impression autour de moi, même des parents autour de moi, j'ai l'impression qu'un enfant sur 2 est hyperactif. Ils sont pratiquement tous hyperactifs. Comment expliquer cette explosion de troubles du comportement ou ce qu'on assimile aux troubles du comportement? Alors, moi je suis un hyperactif, donc c'est pas délétère d'être hyperactif, il faut savoir le canaliser. Un hyperactif, je dirais, dans notre société, c'est considéré comme étant dérangeant, donc on veut tous les calmer, je crois qu'il ne faut pas nécessairement le faire. Mais par contre, le gosse a peut-être besoin de se défouler, hein, ça c'est d'évidence même. Moi, je fais pas mon sport tous les jours, je pète un câble. Le problème, c'est quand les gosses ont également des troubles d'attention. Donc être hyperactif, c'est pas grave, mais ils n'arrivent pas à se concentrer sur quelque chose. Et là, c'est typique d'un manque de dopamine dans la tête. La dopamine, je le rappelle, provient d'un cinémique qui est la tyrosine. Et la tyrosine provient des protéines du matin. Alors, chose que je vais mimer, j'ai depuis 20 ans, 25 ans, en consultation quasi chaque semaine, des parents qui viennent avec une petite fille, Noémie, 12 ans, docteur Noémie, trouble de l'attention à l'école, mémoire zéro, motivation zéro. Ben, votre gosse, madame, a un manque de dopamine dans sa tête. Et la maman me dit, depuis 25 ans, ben vous avez raison, c'est ce que la neuropédiatre m'a dit il y a quelques mois, il y a 3-4 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la Rilatine ou le Concerta, Rilatine retard, en France, Ritaline. Et vous avez fait quoi? Bah, écoutez, j'ai eu l'intelligence d'aller voir sur internet ce qui se passait, jamais je donnerai cette merde à mon gosse. Vous avez bien raison, madame, parce que ça crée des addictions chez le gosse plus tard. Et madame, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, qu'est-ce que vous donnez à manger à Noémie tous les matins? Ben, docteur, comme tous les gosses, avoine, muesli, cornflakes, tartine choco. Bougez pas, madame, vous faites quoi? J'appelle la police, maltraitance d'enfants. On va vous arrêter, madame. C'est scandaleux que des parents osent nourrir le gosse avec du sucre le matin. Le matin, c'est un des pièges protéinés. Sans protéines, votre gosse, madame, n'arrivera pas à avoir cette dopamine qui aide la mémoire, la concentration, la motivation. C'est pas aussi simple que ça. Ici, je vais avec des grands raccourcis. Alors moi, je suis un ancien élève de David Franch-Reber, donc qui est un neuropsychiatre français très connu. J'ai eu des cours avec lui il y a 25 ans sur Paris. Et il avait jeté un peu les bases de la psychonutrition. Il faut savoir qu'aussi que 15% des gosses qui ont des troubles de l'attention ont une ferritine trop basse, trop peu de fer. Alors comment est-ce qu'un petit gosse peut avoir trop peu de fer? Il n'a pas de cancer du côlon, le gosse, il mange encore un peu de viande avec ses parents. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce gosse a un intestin qui n'absorbe pas le fer. Pourquoi? Parce qu'il a reçu du gluten, il a reçu des cornflakes, du pain qui bousille son intestin. Il ne faut pas chercher plus loin. Le gosse, tout comme l'adulte, a besoin de vitamine D. Madame, qu'est-ce que vous donnez comme vitamine D tous les jours à Noémie? Je donne rien. Madame, vous vivez en Belgique, en France, vous n'avez pas de vitamine à votre gosse? Vous voulez que votre fille ait un cancer du sein plus tard? Votre petit garçon ait un cancer de la prostate plus tard? Il faut de la vitamine D également pour qu'elle ait au niveau cérébral. Alors, il y a des tas de carences donc, qui peuvent faire que le gosse est déficitaire, mais le gros truc, c'est qu'il faut changer ce foutu petit déjeuner. Il faut mettre une protéine au repas du matin. Et vous avez abordé un point qui me semble, moi, en tant que jeune parent, justement fondamental. Ce traitement médicamenteux chez les enfants va avoir des répercussions bien plus tard. Comme vous le disiez, à 14-15 ans, le cerveau aura été formaté probablement au niveau justement du dérèglement des neurotransmetteurs qui vont quelque part l'amener à être enclin à un phénomène addictif, donc de drogue dure par exemple. Ça c'est quand même
très très important et inquiétant. Exactement. Et alors, moi j'ai même aussi des adultes qui sont encore sous rilatine. Donc j'ai des adultes qui ont 25, 30, 40, j'ai récemment 45 ans sous rilatine. Et c'est des adultes qui ont toujours un manque de hormone T3 ou un manque de cortisol ou les deux. Alors autre chose, pour revenir aux troubles d'attention chez l'enfant, c'est pas que la protéine du matin qui crée le problème. C'est aussi les polluants, les colorants. Donc on sait très bien qu'on retire les colorants, on retire le sucre de l'alimentation, ces gosses ils vont vachement mieux. Moi, par exemple, ma hantise, c'est quand je prends l'avion ou le train, le TGV, et que je vois un gosse manger un truc sucré. Je sais que c'est l'enfer tout le voyage. Le gosse va gueuler, être énervé, pleurer, et les parents vont faire quoi pour le calmer? Ils leur donnent un petit morceau de chocolat, un petit bonbon. Et le gosse va remettre une couche après. Les parents ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de bousiller leur gosse avec du sucre. Ah, c'est symptomatique, ça, à ce point-là? Typique. Wow. Donc vous voyez vraiment une réaction, je dirais, de... Moi, je vois un gosse qui monte dans l'avion, qui mange un truc sucré, il va gueuler tout le voyage, il va être chiant, il va courir partout, il va être énervé. Oui, donc là, effectivement, il y a vraiment un gros problème au niveau du sucre, et puis surtout au niveau du sucre caché dans les aliments, parce qu'on en retrouve partout, même dans le jambon maintenant, en fait. Et on peut faire un parallèle justement par rapport au problème d'obésité. Voilà. Alors là, en gros, dans mes patients, même s'ils ne viennent pas pour ça au départ, j'en ai quand même 80-90% qui sont en surpoids. Alors ça va de 2-3 kg à 100 kg de trop, 120 kg de trop parfois. Et ces patienteux, souvent, ont déjà fait tous les régimes qui existent, régime hyperprotéiné, régime restrictif, régime Duncan, truc bazar, et échec. Et moi je dis à mes patients, vous savez, régime, 100% d'échec. J'ai jamais vu en 27 ans quelqu'un maigrir avec un régime. Ouais, ils maigrissent quelques kilos pendant quelques semaines, quelques mois, puis ils reprennent plus qu'avant. Et le gros problème, en fait, il faut que les patients s'en rendent compte, il faut les rééduquer, que ce qui fait grossir, c'est le sucre. Donc c'est pas le gras. Je dis toujours, vous pouvez prendre de la sauce à la louche, prendre de l'huile à la bouteille, vous n'allez pas prendre un gramme. Ce qui vous fait grossir, c'est le sucre. Vous prenez du sucre, vous ne le brûlez pas, ce sucre, 2-3 heures après, est devenu du gras. Et le problème, c'est que les patients ne se rendent pas compte où est le sucre. Alors, un beau sandwich, c'est 20 à 22 sucres. Il faut faire un marathon pour le brûler. Vous prenez 3 tranches de pain, que le pain soit blanc, jaune, gris, multicéréales, il faut compter 10 à 12 sucres. Il faut faire 25 km pour le brûler. Et donc, quand quelqu'un vient chez moi en surpoids, parce qu'il y a 25 kg trop, et mange le matin 3 tartines, un sandwich à midi et des patates le soir, je dis ok, vous préparez pour les Jeux Olympiques? Ben non, je ne fais pas de sport. Alors pourquoi est-ce que vous me nourrissez comme un sportif de haut vol? Mais ils ne savent pas, les gens, ils ne le savent pas ça. Okay. Donc le sandwich, la seule partie intéressante du sandwich, c'est ce qu'il y a dedans, ce qui est autour, vous le mettez à la poubelle. C'est pas grand-chose, quoi. Okay. Vous prenez 5 sandwichs. Alors on a abordé tout à l'heure un petit peu les différents profils, je dirais, alimentaires qui sont souhaitables. Vous venez de nous dire maintenant que la graisse ne fait pas de tort, c'est le sucre le coupable. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord, en tout cas tous ceux qui s'informent sont d'accord. Qu'est-ce que vous pensez d'un régime cétogène justement? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas peut-être, je pense que je connais déjà la réponse, vous allez peut-être me dire que c'est quelque chose qui est suffisamment radical, qui doit être mis en place quand il y a véritablement une pathologie qui peut en bénéficier, mais que d'une manière générale, peut-être que le paléo est plus indiqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Le régime cétogène, c'est génial parce que lorsqu'on arrive à entrer en cétose au bout de quelques jours, parce qu'on a mis beaucoup de graisse, beaucoup d'acides gras chaîne moyenne, type huile d'olive, macadamia, etc., lorsqu'on mange très protéiné, donc en fait le régime cétogène, ça vise à supprimer tout ce qui est sucre, ou quasi, il reste 5-6%, et finalement le corps rentre en cétose, on produit des corps cétoniques qui vont servir au cerveau comme source d'énergie pour fonctionner. Donc l'effet, c'est qu'on a l'impression d'être on plane un petit peu, on a au départ un petit coup de fatigue, puis après on est plein d'énergie. Mais le problème, ce régime cétonique est très, très restrictif, donc en gros on mange des protéines et du gras. Et donc c'est pas facile du tout à mettre en place et surtout à maintenir. Donc on fait un petit écart, on mange une pomme, ça y est, c'est foutu, on sort la cétose. Donc j'irais très difficile, il faut le faire sous contrôle médical, c'est pas facile. Mais par contre, un autre, entre guillemets, régime que j'ai tendance à recommander de plus en plus, c'est le régime intermittent. Et le régime intermittent, ça consiste simplement à arrêter de manger complètement pendant, par exemple, 10-12 heures par jour. Le problème, c'est que beaucoup de patients le font de façon débile, ils suppriment le petit déjeuner. Ils mangent rien le matin et puis ils commencent à manger dans l'après-midi. Et puis ces patients-là sont en dépression 3 semaines après. Alors s'il y a un repas à skipper, c'est le soir.
c'est le souper. Donc en gros, ok régime intermittent, on arrête de manger à 15-16 heures jusqu'au lendemain matin, pas de souci. Mais il ne faut surtout pas supprimer le petit déjeuner parce que c'est dans le prenez du petit déjeuner qu'on trouve les molécules nécessaires au fonctionnement du cerveau, la sérotonine, dopamine, noradrénaline. Alors ça c'est assez génial docteur parce que je me suis beaucoup intéressé justement à l'intermittent fasting, donc en anglais, et c'est vrai que la logique veut souvent que, un petit peu par réflexe, les gens vont skipper entre guillemets le petit déjeuner. Mais j'ai pu voir à gauche à droite sur des forums ou à nouveau sur des groupes Facebook qui en parlent ou même sur YouTube, beaucoup de gens parlent d'un problème, ceux qui sont justement sujets à ce cercle vicieux par rapport au reflux gastrique, ça leur pose un gros problème de sauter le petit déjeuner parce qu'ils sont dans une espèce d'émulation comme ça de l'estomac qui les fait souffrir et ils vont calmer ça par un repas. Donc est-ce que vous pensez que justement pour repartir dans un cercle vertueux cette fois-ci, ces gens-là pourraient, ceux qui ont un reflux gastro-œsophagien par exemple, pourraient faire un régime intermittent, mais en privilégiant, comme vous l'avez proposé, le petit déjeuner, le repas du midi et juste en supprimant le dîner? Alors, en fait, notre tube digestif est fait pour se mettre au repos un certain nombre d'heures par jour. Donc, le fait de tout le temps grignoter, on le fait travailler sans arrêt, et le fait de manger tard le soir et puis de recommencer à manger tôt le matin, finalement l'intestin travaille toujours. Donc on a intérêt à le mettre au repos. Et c'est vrai que là, on est fait en fait pour avoir le matin un repas lourd qui fait starter la journée. En effet, dans les protéines du matin, on a cette fameuse tyrosine qui devient la pêche énergie, mais aussi la tyrosine devient l'hormone thyroïdienne T4. Donc si vous ne mangez pas le matin et pas de protéines, vous êtes en hypothyroïdie, vous êtes crevé, fatigué de la journée, vous n'avancez pas, vous êtes une navette. C'est ça. Donc en fait, la clé pourrait être effectivement, comme vous le dites, pour ceux en tout cas qui ont un problème de surpoids, serait probablement de faire un régime donc intermittent, donc de s'abstenir de manger pendant 8 heures et de manger dans une fenêtre de 16 heures par exemple, mais certainement en commençant par un repas protéiné le matin, comme vous l'avez conseillé. Mais même si c'est le repas du soir, la fenêtre peut être beaucoup plus large. Vous arrêtez de manger à 4 heures l'après-midi jusqu'au lendemain matin, ça fait quand même... Ça fait... Et ça, sur le terrain, vous, dans votre, je dirais, dans vos patients, vous voyez vraiment aussi un... Je ne pousse pas les patients à le faire, mais quand ils me posent la question de savoir si c'est bon, je dis oui. Alors maintenant, j'ai de temps en temps, c'est rare, ça arrive, un frein à l'amaigrissement, donc je fais tout ce qu'il faut. Ils mangent bien, ils ont arrêté le sucre, il y a un produit hormonal, ils ont une bonne thyroïde, tout est réglé, et ils n'arrivent pas à perdre du poids. À ce moment-là, j'ai tendance à leur dire, tiens, c'est un peu le jeûne intermittent. Ah oui, d'accord. Et là, ça peut se débloquer. Ça se débloque. Okay. Est-ce qu'il y a effectivement une vertu par rapport à l'idée, comme vous le disiez, en dehors du fait de mettre au repos tout son système digestif, est-ce qu'il y a une vertu, on donne beaucoup d'attention à ce régime en disant que ça booste par exemple l'hormone de croissance naturellement? Tout à fait. Et ça, c'est vérifié aussi. Tout à fait. Les protéines en général boostent la synthèse de testostérone de croissance, qui sont des hormones anaboliques pour la masse sèche. Donc ça fait plus de muscles, plus d'os, moins de gras. Alors docteur, je sais que vous êtes spécialisé aussi depuis de nombreuses années avec quelques confrères d'ailleurs en Belgique qui sont à la pointe par rapport à la médecine anti-âge. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça parce que c'est quelque chose de relativement récent? Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a des noms marketing qui sont médecine anti-âge, anti-aging médecine. Bon, j'aime pas trop les termes, mais c'est vrai qu'on peut agir sur sa durée de vie. En fait, et de certaines façons. Donc déjà, ne pas être délétère pour sa santé, ça fait augmenter la durée de vie. Fumer, pas faire de sport, être trop gros, ça raccourcit la durée de vie. Mais également, il y a d'un point de vue strictement hormonal, en fait, on sait que l'hormone de croissance, par exemple, elle chute avec l'âge. Et on vous allez dire, mais c'est normal, un adulte n'a pas d'hormone de croissance puisqu'il grandit plus. Ben non, c'est l'hormone de la réparation. À un point tel qu'en Belgique, la sécurité sociale belge remboursement de croissance chez les patients qui n'en ont plus, indétectable. Parce qu'on sait que ces patients-là ne réparent plus leur cœur, leur foie, leur rein, donc ils meurent d'insuffisance rénale, cardiaque dans les 10 ans qui suivent, parce que l'hormone de croissance est nulle. Donc elle est nécessaire chez un adulte également pour se réparer. L'hormone de croissance fait également qu'on fait plus de masse sèche, moins de masse grasse. Et le fait de compenser une hormone de croissance basse allonge la durée de vie, en tout cas la qualité de vie. Alors maintenant, on a un autre problème, c'est que quand chaque cellule se divise, le bout des chromosomes, qui s'appelle les télomères, se raccourcit. Et donc, en gros, une cellule a un certain nombre de divisions permises, et puis elle meurt. Mais elle ne meurt pas seule, elle meurt ainsi que toutes ses sœurs et ses frères qui sont à côté, qui prennent la même cellule souche. Et donc, c'est ce qui fait qu'à 50, 60, 70 ans, on a déficience d'organes. Le cœur lâche, le rein lâche, le foie lâche, etc., etc. Et on s'est intéressé à tout ce qui pouvait stimuler la préservation des télomères, éventuellement leur recroissance.
Et là, on a une foultitude, les publications pleuvent, c'est vraiment une nouvelle médecine, hein, c'est la médecine des télomères en fait. Et on a des substances très particulières comme l'astragale, qui est une plante chinoise, qui est prouvée comme un effet très positif. On a également des substances naturelles comme l'acide alpha-lipoïque, le coenzyme Q10, le resveratrol, toutes des substances antioxydantes qu'on trouve dans des plantes, dans certains fruits, qui ont un effet positif et elles ont une action synergistique. Donc si vous donnez acide alpha-lipoïque plus coenzyme Q10, plus resveratrol, plus ceci, plus cela, on va avoir un effet synergique au niveau de cette préservation des télomères. Donc en gros, on va moins vite faire mourir ces lignées cellulaires. Donc en gros, il y a deux substances maintenant qui sont vraiment reconnues. C'est l'extrait d'astragale qui était breveté aux États-Unis, c'est le TA65, mais on a également l'épitalon. L'épitalon, c'est un peptide épiphysaire qui en fait, c'est quelques acides aminés mis ensemble et c'était mis sur le marché par les Russes, mais il n'y a pas encore de consensus. En gros, cet épitalon, il le propose en comprimé avalé, mais on se dit que c'est pas possible que ce truc soit détruit par l'estomac. Donc il faudrait le faire en injection. Mais donc là, on a encore un doute. Par contre, pour le TA65, oui, là, les chances sont... Et justement, vous venez d'aborder l'idée que certains nutriments ou certains compléments pourraient pas passer la barrière digestive. Qu'est-ce que vous pensez justement de toute cette génération de produits liposomales, sous forme liposomale, comme la vitamine liposomale C par exemple, mais maintenant on fait beaucoup de choses, la vitamine B. J'en prends depuis quelques semaines, la vitamine C. Okay. Voilà. Donc oui, les liposomes ont un effet de favoriser l'absorption, par exemple le curcuma activé, comme on le faisait avant avec la pupérine, ça c'est pas la meilleure forme. Quand c'est liposomal, c'est mieux absorbé. Okay. Vitamine C maintenant, il y a plein de... Ouais. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez recommander, mais loin des repas, on est d'accord? Oui. Ouais. Et quand vous parliez du resveratrol, il faut privilégier le transresveratrol. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord, ok, parfait. Alors, docteur, merci beaucoup pour nous avoir donné énormément d'informations comme ça. Pour celui ou celle qui veut vous suivre, évidemment, on a votre page Facebook où je peux en témoigner. Vous êtes très actif et très généreux, je dirais même, puisque vous postez très régulièrement des articles, mais aussi vous donnez très souvent, généreusement, des liens vers votre Dropbox où on peut avoir une mine d'informations, littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Ou évidemment, votre website qui a été remis à neuf, je dirais, ou complémenté très récemment. Sans problème. Confirmer qu'on peut avoir beaucoup d'informations et vous suivre. Docteur Résimon, on vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.